Troisième partie. Coût d'hydroélectricité et l'évaluation des coûts par formule. Dans les parties précédentes de cette vidéo, j'ai montré comment RedScreen Expert peut être utilisé pour étudier la performance énergétique d'un projet d'hydroélectricité au fil de l'eau. J'ai aussi exprimé un manque de confiance envers la rentabilité du projet en raison d'estimations de coûts peu précises. Pour les petits projets d'hydroélectricité, la majorité des coûts initiaux provient des travaux de génie civil et d'autres éléments du projet qui varient grandement d'un site à l'autre. Heureusement, RedScreen comprend un outil d'évaluation des coûts par formule qui aide à préciser les estimations de coûts en fonction des caractéristiques du site. Pour l'instant, j'ai une analyse de niveau 1 pour les coûts de ce projet. Les coûts initiaux et les coûts d'exploitation et entretien que j'ai extraits de la base de données de coûts et insérés dans la page Énergie sont copiés dans cette page. Maintenant, je vais préciser l'estimation de coût initial en évaluant ces parties en détail. Cela est plus facile à faire au niveau 2 ou au niveau 3. Quand je passe du niveau 1 au niveau 2 ou 3, je constate que même si les coûts d'exploitation et entretien annuels de la page Énergie sont toujours présents, l'estimation de coût d'investissement a disparu. Puisque nous avons choisi le niveau 2 ou 3, RedScreen présume que nous voudrons indiquer les coûts d'investissement en spécifiant le coût de chaque partie et ne propose donc aucune estimation. Bon nombre des coûts d'un projet d'hydroélectricité découleront de divers travaux de génie civil qui varient d'un site à l'autre. Au niveau 3, RedScreen fournit une liste de ces travaux à laquelle on peut accéder en sélectionnant « Travaux de génie civil d'une centrale hydro » dans la liste déroulante « Coûts spécifiques au projet » de la section « Infrastructures connexes et divers » des coûts d'investissement. Si j'ai déjà une étude dans laquelle ces coûts ont été estimés, je peux l'utiliser en combinaison avec les valeurs suggérées pour chaque élément dans l'aide de RedScreen afin de remplir cette section. Toutefois, ce n'est pas facile, surtout pour les non-spécialistes. Heureusement, l'analyse RedScreen de niveau 3 nous fournit un outil d'évaluation des coûts par formule pour hydro pour nous aider à estimer les coûts du projet. J'ouvre cet outil à partir du menu. L'outil contient une liste de champs où je dois saisir les caractéristiques principales du site. Selon ces caractéristiques, l'outil estime les coûts de l'étude de faisabilité, du développement, de l'ingénierie, de la turbine, de la ligne électrique, du poste de raccordement et des autres composants du système. Notez que les coûts ne sont pas ventilés jusqu'au niveau permis dans la section « Coûts spécifiques au projet ». La première caractéristique indiquée est le pays. Ce projet est au Canada. Ensuite, il faut indiquer si le climat du site est froid ou non. Les climats froids augmentent souvent les coûts. L'aide explique que le climat peut être considéré comme froid s'il y a 180 jours ou plus de gel par année. Parfois, la réponse sera évidente. Par exemple, si mon projet est dans les tropiques ou dans quelconque endroit évidemment plus chaud que le sud du Canada, je peux certainement choisir non pour le climat froid et le champ du nombre de jours de gel disparaît. Si je ne suis pas certain du nombre de jours de gel, il y a plusieurs manières de le déterminer. Si le projet est au Canada, je peux consulter l'une des deux cartes comprises dans l'aide de RedScreen en cliquant sur l'icône de carte. Par exemple, pour ce site, la carte indique que le site est près de la frontière entre la zone jaune et la zone bleu pâle. Cela signifie que le site subit environ 195 jours de gel par année. Si le site est à l'extérieur du Canada, je peux peut-être obtenir des renseignements similaires auprès des centres météorologiques locaux ou nationaux. Si aucune de ces méthodes n'est applicable, la NASA fournit une estimation sur un site Web où je peux obtenir des paramètres de climat pour une latitude et une longitude particulières. Pour ce projet, je saisis la latitude de 47 degrés et la longitude de moins 72 degrés et j'obtiens les données de climat, y compris une estimation du nombre de jours de gel par année.
Le site de la NASA offre des données de climat sur une grille dont les graduations en latitude et en longitude sont de 0,5 degrés. Notez que ce niveau de précision est habituellement adéquat, mais si votre site est dans une région montagneuse, le nombre de jours de gel par année peut varier considérablement dans une zone qui s'étend sur 0,5 degrés de latitude et de longitude en raison de l'altitude. Pour ce site, j'indiquerai 195 jours de gel par année selon les cartes de RedScreen. Pour les prochains paramètres, je peux simplement copier les valeurs que j'ai saisies dans la page Énergie. Le débit nominal est de 70 m3 par seconde. La hauteur de chute est de 80 mètres. Il y a 2 turbines Francis. Selon ces données, RedScreen propose de classer ce type d'installation comme étant petit, plutôt que comme un mini ou micro-projet. L'aide de RedScreen explique comment cette classification est effectuée en fonction du diamètre de l'aube et du débit maximal. En général, on doit sélectionner le type d'installation proposé par RedScreen, mais l'aide mentionne des situations exceptionnelles où l'on peut ignorer la suggestion. Présumons que ce projet nécessitera la construction d'un nouveau barrage de 200 mètres de longueur en utilisant du roc disponible sur site. Je modifie barrage existant à non, j'indique une longueur de crête de barrage de 200 mètres et je mets oui pour l'entrée roc disponible sur le site. Pour les pertes hydrauliques maximales, je copie le 6 % de la page Énergie. Je suis tenté de copier le 2 % des pertes diverses, mais ce serait une erreur. Si je consulte l'aide, je constate que les pertes diverses de la page Énergie réfèrent à la consommation d'électricité parasite et aux pertes du transformateur. Dans l'outil d'évaluation des coûts par formule, les pertes diverses sont les pertes hydrauliques qui ne surviennent pas dans le tunnel, le canal ou la conduite forcée. Je vais opter pour 1 % ici. Toutes les pertes, donc les pertes diverses, et toutes les pertes survenant dans le tunnel, le canal ou la conduite forcée, ne doivent pas dépasser les pertes hydrauliques maximales. Je présume qu'une route de 1,5 km doit être construite vers le site et je clique donc sur la case à cocher vis-à-vis chemin d'accès. D'autres champs apparaissent. Il ne s'agit pas simplement d'une route d'approvisionnement qui sera abandonnée après la construction. La route sera utilisée pour les activités d'exploitation et entretien. Donc, je vais sélectionner Non pour chemin pour la construction seulement. Pour le niveau de difficulté du terrain, je vais consulter les descriptions offertes dans l'aide. Le terrain est vallonné et comprend des émergences rocheuses, donc selon cette description, je vais sélectionner une valeur de 3. Ce projet nécessitera aussi un tunnel, donc je clique sur la case à cocher correspondante. Selon la description du projet, j'estime que le tunnel aura une longueur de 750 mètres et que la moitié de sa longueur sera cuvelée. Je vais indiquer 4 % pour le facteur de perte de charge admissible du tunnel. Je présumerai que l'excavation sera mécanisée. Aucun canal n'est requis, mais 2 conduites forcées identiques de 100 mètres de longueur sont nécessaires. Si j'indique 1 % pour le facteur de perte de charge admissible à la conduite forcée, la somme des pertes diverses, des pertes de canal et des pertes de conduite forcée sera de 6 %. Cela ne dépasse pas les pertes hydrauliques maximales que j'ai indiquées plus tôt, donc c'est physiquement possible. RedScreen estime que les conduites forcées auront un diamètre de presque 3 mètres et une épaisseur de paroi de presque 1 cm. Je dois indiquer la distance des sites d'emprunt où le gravier, l'argile, le sable ou le remblai peuvent être obtenus. Si la distance est inconnue, l'aide de RedScreen recommande d'indiquer 8 km. C'est donc ce que je vais faire. J'aurai besoin d'une ligne électrique pour transférer l'électricité de ce projet au point de connexion au réseau le plus proche. Ce projet est connecté au réseau central. S'il était hors du réseau ou connecté au réseau externe d'une communauté ou d'une industrie, je sélectionnerai hors réseau ou réseau isolé, respectivement. En examinant une carte, je détermine que la distance du point de connexion le plus proche est de 10 km. Pour la production de 44 MW de ce projet, une tension de 69 kV ou plus sera probablement nécessaire.
J'indiquerai 69 kV. L'aide indique que le paramètre de niveau de difficulté du terrain varie entre 1 pour un terrain plat et 2 pour un terrain montagneux. Le site se situe entre ces deux extrêmes, donc j'indiquerai 1,5. Selon ces caractéristiques du site, l'outil d'évaluation des coûts par formule a fourni des estimations des diverses parties des coûts initiaux. Selon des coûts de 2006, l'estimation du coût total est de 95 millions de dollars canadiens. Depuis ce temps, je m'attends à ce que l'inflation ait augmenté les coûts d'environ 30 %. Pour en tenir compte, j'établirai le facteur d'ajustement à 1,3 pour toutes les parties. Je pourrais modifier ce facteur d'ajustement pour certaines parties si certains de ces coûts n'étaient pas réalistes, mais ce n'est pas le cas ici. Le montant total, ajusté à l'inflation, est de 123 millions de dollars. Il faut maintenant formuler des observations très importantes à propos de la précision des estimations de coûts provenant de l'outil d'évaluation des coûts par formule. D'abord, cette estimation n'est qu'une approximation pour une étude de préfaisabilité qui pourrait être erronée si les conditions particulières du site diminuent ou augmentent les coûts du projet. L'outil d'évaluation des coûts par formule pour Hydro ne peut pas remplacer une analyse de site et une estimation précise des coûts, mais elle peut servir à valider grossièrement ces résultats. Ensuite, l'erreur relative pour chaque partie peut être très élevée. Heureusement, si les erreurs sont peu biaisées, en additionnant les parties du coût, les erreurs positives et négatives ont tendance à s'annuler. Par conséquent, l'estimation du coût total peut être plus précise que les estimations de chaque partie. Maintenant, je vais copier les résultats de l'outil d'évaluation des coûts par formule pour Hydro dans la page « Coûts ». Une fois que c'est fait, je me rends à la page « Finances ». Avec ces coûts initiaux révisés, le taux de rendement interne sur capitaux propres du projet est passé de 6 % à 11 %. Puis-je conclure que le projet est rentable? Étant donné un taux d'actualisation de 9 %, je dirais que oui, mais je dois rester prudent. Cette conclusion est basée sur une estimation des coûts du projet propre au site qui a une grande marge d'incertitude. Si je voulais raffiner mon analyse, la prochaine étape serait de préciser davantage mes estimations de coûts en effectuant une évaluation attentive des coûts des structures et des composantes principales du projet. Je pourrais aussi utiliser l'analyse de sensibilité et de risque pour mesurer l'effet d'un changement des coûts d'investissement sur la viabilité financière. Cela termine cette présentation sur les coûts de projets d'hydroélectricité. La dernière partie de cette vidéo présente une autre méthode d'analyse hydrologique pour établir la courbe des débits classés. À l'heure actuelle, cette méthode n'est applicable qu'au Canada. Donc, si vos projets se situent ailleurs, cette méthode ne sera peut-être pas pertinente pour vous. J'espère que cette vidéo était utile. Vous pouvez accéder aux autres vidéos de RedScreen Expert en cliquant sur l'icône d'apprentissage virtuel à la droite de l'écran Accueil de la page Fichiers.